fait, tout est dit, tu as dit qu'il faut le ressortir de la cave. Parce que s'il faut le ressortir, c'est qu'il y a des gens qui l'ont mis dans une cave. Et les gens qui l'ont mis dans une cave, c'est les gens de son parti. Donc Valérie Pécresse fait du Sarkozy low cost. Valérie Pécresse tente une formule qui a déjà été utilisée. Et les Français savent qu'elle n'a pas été appliquée. Et je pense que Valérie Pécresse ne remet absolument rien dans le débat public, parce que ça fait 6 mois maintenant qu'Éric Zemmour... Mais elle revient sur le thème de la sécurité. D'identité, de sécurité, d'immigration. Donc Valérie Pécresse, en fait, n'est pas en train de remettre quelque chose au centre du jeu. Elle est en train de courir après Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui, eux, ont imposé ces thèmes-là depuis bien longtemps. On appelle à tous les maires. Le vrai problème, c'est pas tant les 500 parrainages. Le vrai problème, c'est qu'ils ne sont plus anonymes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de maires qui, il y en a une partie qui reçoivent des pressions, que ce soit de leur région, de leur département ou directement du parti politique. Et deuxièmement, il y a aussi des maires qui, en fait, avant de subir une pression, ont peur de la recevoir, donc préfèrent esquiver le sujet pour des raisons qui sont compréhensibles. Quand on a un petit maire d'une zone rurale, on peut être inquiet. Est-ce que... Connard! Franchement, ce que t'as fait ce soir, c'est honteux! Stanislas Rigaud, il a 22 ans, il a un discours très construit. Après, on ne partage pas les mêmes idées, mais je ne le jugerai jamais. Il fait ce qu'il veut, Stanislas Rigaud. C'est sa route, il trace sa route. Il a vraiment, c'est quelqu'un qui a des idées, en tout cas qui a des idées claires, qui parle, qui s'exprime extrêmement bien. Et même si on n'a pas les mêmes idées, moi je suis content de l'avoir en plateau à chaque fois. Que Alexis et Raquel, c'est des gens adorables dans la vie. Je les connais bien. Et je pense, il était tard, ils ont un petit peu craqué. Ouais. Ça me fait de la peine pour Stanislas parce que, je le dis, même si idéologiquement, on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, c'est quelqu'un que j'apprécie. Ouais. C'est hallucinant quand même ce que vous nous dites. Oui, mais là. Si vous ne me laissez pas finir, vous allez voir, ça sera encore plus hallucinant de me couper la parole. Vous êtes arrivé à être porte-parole de Zemmour à 22 ans. Vous pouvez m'expliquer? Parce que moi, je me pose la question, comment des gens peuvent encore soutenir Emmanuel Macron? Moi, ça me choque quand on a mis tout le monde dans la rue. Vous pouvez pas être nostalgique du monde d'avant, vous l'avez pas connu. Mais je crois que c'est ce qu'il dit. J'aimerais bien vous poser une question, si vous étiez plus en sécurité il y a 30 ans qu'aujourd'hui, madame. Moi, j'aimerais bien connaître votre parcours. Et quelle est votre réponse à ça, madame? Vous vous sentez plus en sécurité aujourd'hui ou il y a 30 ans? Vous arrivez à soutenir le fait qu'il ne faut pas accueillir des Afghans en France, il y a 30 ans ou aujourd'hui? Étiez-vous plus en sécurité il y a 30 ans ou aujourd'hui? Mais ça n'a rien à voir. Je vous pose une question, oui ou non, et je vous expliquerai mon parcours pour savoir comment j'ai soutenu M. Zemmour. Il y a eu des politiques depuis 30 ans qui font qu'il y a eu un laxisme judiciaire. Il n'y a plus, dans beaucoup d'endroits, dans énormément d'endroits de sécurité en France. Madame n'est pas capable de répondre à ma question. Mais c'est quoi votre proposition à vous? C'est de fermer les frontières et d'empêcher que les gens rentrent? Parce qu'en fait, l'insécurité, c'est lié à l'immigration. Bah oui, par exemple, dans les transports en Ile-de-France, c'est lié. Dans les transports en Ile-de-France, c'est lié. L'insécurité en France, elle n'est pas liée à l'immigration. Mais vu que vous n'avez pas agi, vous serez sûrement puni le 24 avril prochain. Ah oui, c'est le jeu de la démocratie. Je ne comprends pas. Et moi, je peux vous expliquer mon parcours pendant 1h30 si vous voulez, on peut se prendre un café après. Uniquement à l'immigration. Moi, avec grand plaisir, j'adore le dialogue. Alors, sur la question. Moi, je dialogue pas avec des gens qui n'ont pas des valeurs comme ça. Ah, d'accord. Merci. Madame, je vous en prie, ne jugez pas mes valeurs. Ne tombez pas dans l'agressivité. Je suis pas obligée de dialoguer avec lui en dehors du plateau. On est bien d'accord. Vous allez voir refuser mon invitation pour un café. Vous auriez pu le faire passer en note de frais de l'Assemblée, ça m'aurait arrangé. Est-ce qu'on peut poursuivre? Le seul point, c'est qu'on ne peut pas lui répondre directement. Emmanuel Macron n'est pas encore allé au débat avec d'autres candidats, mais je crois que c'est la même chose pour Jean-Luc Mélenchon, pour Madame Pécresse, pour Madame Le Pen, etc. Mais il a ciblé Éric Zemmour sans le nommer. Exactement. Et ben justement, mais moi sur les peurs, je vais vous répondre dans un instant. Je pense que c'était Marine Le Pen aussi. Oui, voilà, mais elle agite aussi les chiffons rouges. Oui, tout le monde agite les peurs. On est des toréadors, je sais pas comment on dit. Et bon, et ce que je veux dire, c'est que Emmanuel Macron, je pense, a désigné aussi ses vrais adversaires politiques. Et je crois que son vrai adversaire politique, idéologiquement parlant, intrinsèquement, c'est quelqu'un comme Éric Zemmour. Et moi, je vous dis, on est attaché à la France. Pas tant que ça, je pense. Mais pas la France enfermée. Et je vous parlais de la France des peurs et des peurs qui sont agitées. agitées. Les peurs qui sont agitées, c'est les 1800 agressions par jour. Ça, je crois que c'est une peur qui est agitée, mais qui s'appelle le réel. Et moi, ce qui m'amuse, et c'était mon 4e point, j'ai pas pu finir tout à l'heure, c'est qu'Emmanuel Macron lui-même hier a contredit son ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, qui lui avait dit que l'insécurité était un sentiment. Et Emmanuel Macron a dit que ce n'était pas le cas. Donc même entre eux, ils arrivent à se contredire désormais. Mais en fait, moi, ce que je pense profondément, c'est que l'insécurité, c'est pas un sentiment, c'est une réalité pour des millions et des millions de Français. Et les chiffres sont moi, je pense que je vais discuter peut-être avec vous en dehors du plateau. Parce qu'à 22 ans, vous pourriez être mon fils. Et je ne comprends pas comment, à 22 ans, vous pouvez rejoindre l'extrême droite et soutenir le candidat. La bonne nouvelle, Marie-Christine Verdier-Jouclas, c'est qu'il est 10h52 pratiquement et que c'est la fin de cette émission et que donc vous allez pouvoir
aller boire un café tous les deux. C'est rattrapable. On discutait de la fin de 7h, pardon, c'est vrai. Madame Loiseau était au GUD, elle a réussi à finir chez En Marche, Non, donc mais après tout, on vous peut êtes tous bouger. récupérable. Le problème de la gauche, je crois que c'est pas le candidat, c'est qu'ils sont déconnectés du réel, qu'ils ont été au pouvoir avec François Hollande pendant 5 ans, qu'ils ont aussi trahi leurs électeurs, qu'en réalité, ils sont totalement inaudibles sur tout un tas de sujets. Je crois que c'est ça le problème profond de la gauche. C'est pas tant le candidat. Et Christiane Taubira qui arrive au mois de janvier. Bon, la gauche est au fond du trou pour essayer d'être une sauveuse. Enfin, excusez-moi, ça me fait rire. Christiane Taubira, on l'a pas entendu pendant 5 ans, parce qu'elle sortait du pire quinquennat de l'histoire de la 5ème République. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Sur les partis civils, c'est amusant. Il me semble, vous me coupez si je me trompe, qu'il y a des départements qui se sont portés par... Absolument, plusieurs dizaines, une trentaine. Exactement. Et ben moi, ces départements-là, tant mieux s'ils se portent partie civile contre... Parce que ce sont eux qui s'occupent des mineurs isolés, je le précise. Exactement. Et ben j'espère que tous ces départements-là, qui aujourd'hui se sont portés civils contre Éric Zemmour, se porteront partie civile le jour où dans leur département, il y aura des victimes, des mineurs isolés. Les Français sont dans un climat de terreur permanent avec le Covid. Je pense que si le gouvernement avait la même méthode pour l'insécurité que pour le Covid, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur venait tous les jours donner le nombre d'agressions qu'il y avait en France, les Français voteraient à 70% pour Éric Zemmour et vous seriez plus au pouvoir dès avril. C'est CNews fait de belles audiences sur Éric Zemmour, mais d'ailleurs toutes les chaînes font de belles audiences sur Éric Zemmour. Peut-être que c'est pas le cas avec Jean-Luc Mélenchon, c'est peut-être un peu moins bankable en ce moment, peut-être parce que vous êtes moins, peut-être parce que c'est la 3e fois qu'il se présente, peut-être parce qu'il est un peu usé, peut-être parce que ça fait maintenant 30 ans, 40 ans qu'il est en politique et qu'il s'est réveillé un jour en disant je suis un révolutionnaire. Voilà, peut-être que tout ça fait qu'aujourd'hui Mélenchon intéresse moins les gens. Bah écoutez, Éric Zemmour lui les intéresse. Éric Zemmour, lui, crée une dynamique. Éric Zemmour a des ralliements. Je vous souhaite la même chose pour votre campagne. Voilà, c'est une déclaration du candidat Éric Zemmour. On veut chasser l'idéologie de l'école. Concrètement, une fois qu'on est au pouvoir, c'est quoi chasser l'idéologie de l'école ? Mais c'est par exemple, c'est encore arrêter d'avoir toujours du pédagogisme à longueur de temps. Et je crois d'ailleurs, il a été assez clair là-dessus. Enfin, il me semble, je l'ai écouté comme vous du coup tout à l'heure. Quand Éric Zemmour parle par exemple, du primaire et qui veut recentrer sur les enseignements fondamentaux, les mathématiques, le français, etc., et ne pas se perdre dans d'autres choses à côté, c'est concret. Quand M. Thuram se bat dans les écoles françaises, si ça, c'est pas de l'idéologie, qu'est-ce que c'est ? Ouais, non, mais voilà, vous me demandez, je vous réponds très concrètement. Donc pour réformer l'école, il faut chasser Mme Traoré. Non, c'est pas ce que je vous dis. C'est pas ce que je vous dis, monsieur. Vous me dites comment on fait pour empêcher qu'il y ait de l'idéologie dans l'école. Eh ben, je vous dis, aujourd'hui en France, on autorise dans certaines écoles certaines personnes à venir pour faire de la propagande pour leur cause. Ce n'est pas l'endroit pour le faire. Et vous me demandez comment faire pour arrêter ça. Eh ben, ces gens-là n'iront pas à l'école, ils feront des meetings politiques, ils iront dans les médias, ils s'exprimeront sur les réseaux sociaux, mais ils n'iront pas à l'école pour le faire. Mais en fait, Anne Hidalgo, bon, c'est pas la première fois qu'elle raconte n'importe quoi sur un plateau. En plus, ça doit être un dimanche matin, ça doit pas être évident, mais c'est vrai que quand on voit qu'elle a quasiment 2000 signatures et qu'en réalité elle pèse 2%, et qu'elle pèse 2%, mais c'est quand même inquiétant. Même le Parti communiste a ses signatures. Enfin, c'est quand même lunaire de voir que dans ce pays-là, on peut peser 0,5% et avoir 500 signatures, et en peser 15 et ne pas les avoir. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. C'est important, à notre sens, de proposer, de protéger notre patrimoine, de protéger notre histoire et de la regarder droit dans les yeux et d'en être fier. Les idées sont pour la plupart venues de la gauche et la droite n'a fait que subir. Donc les idées étaient à l'initiative de la gauche et la droite trop longtemps s'est contentée de manifester tous les 3 ans pour se plaindre d'une réforme ou d'une autre, d'une loi ou d'une autre. Depuis quelques temps, à mon avis, les choses sont en train de se transformer, en train de changer. Les initiatives viennent de nouveau de la droite. Il y a un grand nombre de syndicats étudiants de droite qui sont efficaces. Vous avez parlé des idées et des thèses indigénistes de la gauche, ou alors de leur délire au niveau des genres, ils inventent des genres tous les 2 jours. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui les idées manquent et qu'ils sont obligés d'être dans l'abstrait. La crise des Gilets jaunes, à mon sens, a révélé que les gens avaient besoin de concret, que les gens avaient besoin de quelque chose de solide. Et c'est ce que la droite porte, c'est des valeurs plus solides, plus concrètes. Et nous, à travers notre journal, on veut mettre ces projets et ces associations concrètes en avant. En traitant la droite de fascistes et en voulant les faire taire, c'est eux qui emploient des méthodes fascistes et c'est eux qui veulent faire taire et au lieu de combattre. Le débat d'idées, oui, la violence et l'insulte pour gagner, non. On veut de nouveau de l'identité nationale, on veut conserver nos racines, notamment les racines chrétiennes qui trop souvent ont été bafouées. Et à travers l'étudiant libre, on veut mettre aussi les projets en avant. Donc les projets, ils sont de toutes sortes, ça peut aller du Vilain Petit Canard, une marque du terroir français, à SOS Chrétien d'Orient qui va aider les plus démunis au Proche-Orient, les victimes de l'islamisme. Alors hier, vers 8h30, 8h30, un groupe d'une vingtaine d'antifa a débarqué en fait, sur la place où étaient nos
nos sympathisants, nos amis, nos rédacteurs notamment. Et on commençait à prendre les chaises du café-restaurant, les ont jetées contre la vitrine et on commençait à jeter de l'ammoniac en fait, donc c'est un liquide extrêmement dangereux. Quelqu'un s'en est pris dans l'œil, donc il a été hospitalisé, il est allé à l'hôpital, il en est sorti. C'est des antifas qui je pense ont du mal à s'exprimer correctement, donc forcément ils utilisent de la violence et là vraiment une violence lâche en plus. Personne n'a pu riposter, ils ont dû se réfugier au jet de ce liquide. Et en plus, on a découvert ça après, post-agression, que c'était prémédité en fait. Donc il y a une fille, une antifa bretonne en fait, qui s'est amusée à mettre sur un groupe d'antifa qu'il y avait une soirée de l'étudiant libre à Rennes, en disant go, feu, allons foutre le bordel là-bas. Et puis on a su après que c'était prémédité, donc je pense que ça va dans notre sens. C'est la preuve, c'est vraiment des bandes organisées et très dangereuses, je pense. Non, quand même, c'est que Roussel, il parle de Zemmour tous les week-ends parce que personne parle de lui. C'est le seul moyen pour qu'on parle de lui. Bien sûr, Anne Hidalgo aussi, elle a attaqué. Personne ne parle d'eux. C'est des résistants de pacotille, ces gens-là. Je me demande d'ailleurs. Mais on va l'écouter tout à l'heure. C'est vrai, non mais c'est que tous les candidats de gauche, de Roussel à Jadot, en passant par Hidalgo et Mélenchon, leur seul objectif du moment, vu que plus personne ne parle d'eux, en fait, ils sont très bas dans les sondages, ils veulent se créer le rôle de résistant, de super résistant, pour s'opposer à la menace Zemmour, et ça en devient ridicule, grossier, tous les week-ends. C'est le même scénario, le même sketch. Pourquoi Éric Zemmour et pas Marine Le Pen, et pas Xavier Bertrand, et pas un leader de droite différent? Alors c'est justement, premièrement, il n'y a pas de leader à droite, pour commencer. Et Éric Zemmour est capable de faire cette synthèse en fait entre l'électorat du Rassemblement national et l'électorat de Marine Le Pen, ce que personne à part lui, à mon avis, peut faire. Sur les constats, je suis d'accord avec lui. Ça fait quelques années que je le suivais par ses livres, par ses émissions, par ses conférences. J'ai trouvé son constat extrêmement bon, extrêmement brillant, et d'ailleurs beaucoup en fait le rejoignent dessus. Et je trouve que ce qu'il va proposer pour le débat public va être intéressant dans les mois à venir. Non, est-ce que vous partagez ces attaques ou est-ce que vous les... Non, mais en fait, moi, elles me font ni chaud ni froid en réalité, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est fasciste, tout le monde est xénophobe, tout le monde est raciste. Gérald Darmanin, en fait, est le ministre de l'Intérieur, c'est un fasciste. Vous-même, sur l'heure des pros, vous êtes une émission de facho. Non, mais tout le monde l'est en réalité, donc c'est des anathèmes qui ne me touchent que très peu. Si les mots avaient de nouveau un sens, le mot facho pourrait être utile, mais en fait, vu que tout le monde est facho pour ces gens-là, et dans toutes les grandes villes de France, les gares sont dégueulasses, les gares sont... non, ça, c'est déjà deux choses. Vous mélangez la propreté et l'insécurité. C'est déjà deux choses différentes. Vous avez des villes qui s'en sortent mieux que d'autres. La preuve, Pascal a cité Nice. C'est vrai qu'à Nice, ça se passe plutôt bien. Vous en retrouvez d'autres où ça se passe plutôt pas... Enfin, moins mal qu'ailleurs. Mais d'une façon générale, vous avez une montée de l'insécurité. Rosa Méziane veut réagir là-dessus. Non, mais ça me fatigue en fait, parce que je vois beaucoup de mépris dans cette séquence. Ouais. Et ça, c'est ce qui fait en sorte que les Français se désintéressent en fait, en réalité, pas de la chose politique, mais des hommes et des femmes politiques. Moi, le mépris, je le vois de toutes parts en réalité, et globalement, cette campagne, j'avais pressenti en tout cas qu'elle allait être particulièrement violente, et je crois qu'on commence à en avoir un certain nombre d'images. Le traité de petit bourgeois, ou qu'il aille retourner, enfin en tout cas l'accuser d'être trop jeune pour faire de la politique, c'est ridicule. Mais bon, il lui rend, ma foi, l'appareil, il est tout aussi méprisant quand il lui explique retourner faire le prof. Enfin, il lui répond. Oui, non, mais il a raison de lui répondre. Enfin, mais bon, l'idée, c'est pas de se dire qui met la première claque. C'est important quand même, toujours. C'est toujours important de savoir qui met la première claque. Celle qui sera coiffe au poteau, je pense, à la fin, c'est Valérie Pécresse, parce qu'en effet, elle est en train de devenir la candidate du en même temps. C'est-à-dire qu'un coup, elle a une ligne dure, identitaire, on lui fait pas elle, je peux vous dire que ça va serrer fort. Et puis dans le même temps, en 2006, elle nous explique qu'il n'y a pas d'âge d'or, il n'y a pas de passé à fantasmer, qu'il faut s'en détacher. Elle signe une tribune avec Rokhaya Diallo. Et puis après, voilà, le lendemain, elle recommence à dire oui, enfin, voilà. Moi, je te jure, c'est la nouvelle candidate du en même temps. Peut-être parce qu'elle veut trop ressembler à Emmanuel Macron. C'est plus facile sur la play, quand tu perds, tu réessayes. C'est plus facile sur la play, quand tu perds, tu réessayes.